Konnichiwa, konbanwa, minasan. Yokoso. Kono manga ni tsuite no bunka no hihyo ni. Voilà, ça c'est fait. Je pense avoir assez bien annoncé la couleur pour cette vidéo. On attend ce point culture sur les mangas depuis plus de 8 ans. Le youtubeur MFAV s'est déjà essayé l'exercice en 2016. On a eu Poisson d'avril sur parodie de la part de Lynx, et à défaut d'une autre tentative plus récente, j'ai eu envie de m'essayer à l'expérience. Par conséquent, considérez ceci, cette vidéo, comme un hommage. Un très gros hommage. Faisons cela dans l'ordre. Premièrement, cette vidéo est autant destinée aux fans de manga et ou d'anime et aux otaku de tous bords qu'aux néophytes, ou même ceux qui ont définitivement décidé qu'ils ne toucheraient pas un manga de leur vie, mais qui quand même trouvent ça dommage de ne pas s'ouvrir à d'autres cultures, peu importe par quel biais. Soyez pédagogue et évitez d'être méprisant dans les commentaires, s'il vous plaît. Secondement, je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler une experte en manga, juste une amatrice enthousiaste qui a envie de partager ses 13 ans d'expérience de lecture et de visionnage du genre et 4 ans d'études de japonais avec des gens que ça intéresse. Je suis ni là pour frimer, ni pour m'ériger en tant qu'autorité du genre. Et je sais qu'il existe plein de youtubeurs français qui parlent déjà de manga, mais allez, citez-moi 5 youtubeuses françaises qui parlent majoritairement de manga sur leur chaîne et qui ont, allez, on va être sympa, entre 50 et 100 000 abonnés. Pas facile, hein. Bon, enfin, autre problème pour un autre moment. Maintenant, dans la catégorie remarques qui fâchent, je tiens à mentionner que cette vidéo contient des opinions, entre autres la mienne, et que si j'ai envie de dire que Code Geass est largement mieux que Death Note, ou que je commencerai jamais One Piece parce que ça m'intéresse très peu et que c'est bien trop long pour moi, cela ne veut en aucun cas dire que j'exige que vous soyez d'accord avec moi. Je ne fais que donner mon point de vue. D'ailleurs, si vous avez des éclaircissements ou des critiques à apporter, je vous enjoins fortement à les donner dans les commentaires et éventuellement à y débattre de vos points de vue respectifs en restant respectueux les uns des autres. Merci. Ultime note, je donnerai tous les noms d'auteurs, d'artistes et de personnages japonais selon l'ordre nippon, à savoir nom de famille, prénom. Et j'attends de pied ferme ceux qui vont se foutre de moi en critiquant ma prononciation. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet en reprenant une construction récurrente des points culture, à savoir le rythme ternaire. Qu'est-ce que le manga? Le manga trouve ses prémices, attention les yeux, au Japon au 8e siècle avec les emakimono, littéralement des rouleaux de dessin, oui, comme les makis japonais. Le plus ancien des makimono conservés étant celui du dit du Genji, œuvre majeure de l'écrivaine Shikibu Murasaki. Oui, Genji, comme Shimada Genji de Overwatch, c'est de là que ça vient. Son frère Hanzo, lui, tient son nom de Hattori Hanzo, célèbre ninja et samouraï du XVIe siècle. Bon fifou de plus de 10 siècles dans le temps, une figure du manga très importante, c'est Hokusai au 19e siècle, dont les carnets de croquis, nommés les Hokusai manga, donneront leur nom au futur manga. Attention cependant, les Hokusai manga ont très peu de choses à voir avec les mangas modernes. Ils contiennent uniquement des dessins, essentiellement des études et des caricatures, sur des sujets extrêmement divers. Animaux, végétaux, postures de personnes, etc. Manga comme l'écrit Hokusai veut d'ailleurs dire image grotesque, graphique qui sera gardé pour désigner le manga moderne en japonais. C'est cet aspect caricatural qui sera conservé pendant les 120 années à suivre. Et enfin, après avoir permis à l'influence occidentale de moderniser leurs œuvres, un tout petit peu avant les années 50, arrive Dieu le Père, l'archéus littéral du manga, les vrais le connaissent, il s'agit de Tezuka Osamu. Non mais moi ça, le mec a totalement le look d'un perso de manga en plus. Il est notamment l'auteur de Blackjack, Dororo, Princesse Saphir, Phénix, Fils du Soleil et l'histoire des Trois Adolphes. On peut penser que j'exagère en disant qu'il est le père du manga. Je vais vous prouver que non. C'est lui qui introduit le mouvement dans les images sous forme de lignes de vitesse, les onomatopées, vous savez, les gros caractères japonais qu'on nous colle par-dessus l'action pour la mettre en avant. Et c'est lui qui a eu le premier osé rompre avec le dessin traditionnel du manga, qui jusque-là montrait ses personnages en pied, pour proposer des cadres et des points de vue tels que vus au cinéma. Ceci dit en passant, et sans évoquer la fameuse polémique Roi Lion, Roi Léo plus avant parce que j'ai envie d'éviter de provoquer violence et haine avant le top 20, déjà 40 ans avant, Tezuka s'inspirait justement des dessins de Disney, notamment des personnages de Bambi et Mickey Mouse, pour dessiner ses œuvres et nous donnera ainsi ce qui caractérise le dessin manga d'aujourd'hui. Les grands yeux, le petit nez, tout ça c'est grâce à Disney, qui a marqué Tezuka dans sa jeunesse. Merci Disney. Et merci Tezuka.
Tezuka réalise dans la foulée la première série d'animation japonaise pour la télé en 1963, adaptation de son manga Tetsuan Atom, en France, Astro le petit robot. Inspiré par Tezuka Sensei, de nombreux artistes se dévoilent, notamment les auteurs de Doraemon et Kamen Rider, respectivement le duo Fujiko Fujio et Ishinomori Shotaro. Et le genre du shoujo se développe dans les années 70 avec le groupe de l'an 24, groupe de mangaka féminines qui comptait dans ses rangs l'auteur de La Rose de Versailles, Ikeda Ryoko, ainsi que Miyuchi Suzue qui a dessiné Garas no Kamen, œuvre connue en Occident sous les noms de Lady Oscar et Laura ou la Passion du théâtre pour ce qui est de leurs adaptations animées. Les années 80-90 ont elles aussi eu leur lot de mangas et d'animés cultes tels que Captain Harlock, City Hunter, Hokuto no Ken ou Saint Seiya, alias Albator, Nicky Larson, Ken le Survivant et les Chevaliers du Zodiaque, aux versions françaises parfois gaguesques pour les 3 derniers, sans oublier Sailor Moon, Cat's Eyes, Candy et bien d'autres, mais le jour du grenier en parle bien mieux que moi. Les classiques qui sont dans ma mémoire aujourd'hui sont ceux qui ont débarqué fin 90, début 2000, à savoir Cardcaptor Sakura, Yu-Gi-Oh!, Fruits Basket, Berserk, Vision d'Escaflowne, Inuyasha, ainsi que les shonen qui régneront sur les années 2000 et même plus, Naruto, Bleach et One Piece. One Piece qui n'est toujours pas fini, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Oda Sensei, il y a un moment il faut s'arrêter, vous allez aller jusqu'où comme ça? Stop! Le seul manga qui a autant de tomes que ce monstre, c'est Détective Conan, et je suis presque sûre que cette série a disparu de l'inconscient collectif tellement elle fait peu parler d'elle. Et tout ça sans oublier les séries des années 2000. Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, Vampire Knight, Blue Exorcist, Degreyman, Aoran High Schoolers Club, Tokyo Mew Mew, Pandora Hearts, Black Butler, Sawako, Nana... Et si je cite pas les plus récents, que je sous-titre parfois dans ma tête la nouvelle vague générationnelle, vous allez râler. Donc, L'attaque des titans, qui aurait dû s'appeler Le Titan assaillant comme le savent les nipponophones, One Punch Man, Tokyo Ghoul, Demon Slayer, My Hero Academia, The Promised Neverland, Dr. Stone, The Ancient Magus Bride, qui en passant est le seul manga dont je puisse affirmer avec certitude que Lynx l'a dans sa bibliothèque, je dis pas qu'il le lit, juste qu'il s'y trouve, si ça se trouve c'est qu'il est bien, enfin bon bref. Violet Evergarden, Noragami, The Rising of the Shield Hero, et on va s'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, la France est le deuxième consommateur de manga après le Japon, et ce malgré de nombreuses tentatives de les ôter de la circulation survenues peu après leur arrivée en France dans les années 90. J'avoue que j'ai été surprise de l'apprendre. Pour moi, le manga papier était arrivé à peu près en même temps qu'apparaissaient sur nos écrans les Chevaliers du Zodiaque ou Candy, voire plus tôt. Mais non, on avait quand même 30 ans de retard, raison de l'explosion du marché fin 90, début 2000, et par conséquent de la baisse de régime ces dernières années, parce que ce retard, on l'a maintenant rattrapé. Des séries emblématiques ont vu le jour, de nombreuses séries comme on a pu le voir. Mais pour en parler correctement, il me faut faire un détour par les genres de manga. Admirez avec quelle aisance j'enchaîne les différentes parties de mon exposé. C'est fluide, c'est de toute beauté. Et si vous pensez que j'en ai fini avec les références, ah non! Mais développons, on est là pour ça. Alors je vais tout de suite fracasser les rotules d'un état de fait dont il est encore difficile de séparer aujourd'hui. Attention, ça va choquer. Les genres de manga classés comme ils le sont en librairie ne sont pas des genres. L'ermite moderne a déjà abordé le sujet dans une de ses vidéos, et je vais le redire parce qu'il faut corriger cette idée. Les shonen, shoujo et autres seinen sont des classifications démographiques. Quoi ça veut dire? C'est deux mots de plus de 3 syllabes pour dire sexe et tranche d'âge ciblé par le manga en question. Attention, ça va devenir technique et chiant pendant quelques minutes, mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Les plus connues des classifications sont les deux premières que j'ai citées tout à l'heure. Le shonen cible les garçons de 8 à 18 ans, même tranche d'âge pour le shoujo qui lui cible les filles. Le seinen et le josei ciblent les publics de plus de 16 ans, respectivement pour les garçons et pour les filles. Le genre kodomo cible tous les enfants de moins de 10 ans. Enfin, le seijin cible tout lecteur de plus de 18 ans. Gardez bien à l'esprit que ces classes sont indicatives. Rien ne vous empêche de lire un seinen si vous êtes une femme ou un shoujo si vous êtes un homme. Vous lisez ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous aimez comme genre de manga. Et oui, là, on va parler de vrais genres. Des genres typiquement japonais, il en existe plusieurs. Un genre très présent dans le shonen, c'est le neketsu, ce qui veut littéralement dire sang chaud bouillant. Il obéit à des caractéristiques très précises qui, entre parenthèses, ne sont pas sans rappeler une certaine théorie du monomythe de Campbell. C'est normal, s'en est fortement inspiré. C'est l'histoire classique du héros avec une capacité ou un pouvoir spéciaux, souvent naïf, qui part pour aider des gens, sauver quelqu'un et ou réaliser son rêve. Il se fait des amis sur sa route, qui l'aident dans son combat, participera assez souvent à un tournoi, c'en est même devenu un cliché du genre dans les années 2000, connu sous le nom de l'arc du tournoi, et qui, peu importe le nombre de fois où méchant 1342 le mettra à terre, se relèvera toujours grâce au pouvoir de l'amitié et à sa volonté brûlante. Et le voilà, l'esprit Neketsu.
Parmi les œuvres les plus connues, on citera Dragon Ball, Bleach, Naruto, One Piece, Les Chevaliers du Zodiaque, Hunter x Hunter, Fairy Tail et plus récemment Demon Slayer, My Hero Academia ou Jujutsu Kaisen. L'équivalent, si je puis dire, du neketsu dans les shoujo parce qu'il a une structure bien précise et codifiée, c'est le Magical Girl. Une fille de 11 à 16 ans se trouve recevoir un objet magique de la part d'une entité, souvent animale, quelconque, parfois extraterrestre, ou venant d'un autre monde, objet qui lui permet de faire appel à des pouvoirs magiques spécifiques à utiliser dans un but précis, souvent en lui faisant changer de garde-robe. Cette fille peut aussi avoir d'autres amis qui auront le même statut et combattront avec elle en groupe, et aura éventuellement un amoureux à qui elle devra souvent cacher sa double vie jusqu'à un certain point du scénario. Les exemples les plus criants sont Sailor Moon, Creamy Merveilleuse Creamy, Tokyo Mew Mew, Cardcaptor Sakura, la prolifique série des Pretty-Cure, Chocolat et Vanilla, Magical Doremi, ainsi que les étrangetés du genre Magical Girl Sight, Magical Girl Boy ou encore Puella Magi Madoka Magica. Regardez-les, vous me remercierez. Ou peut-être pas. D'autres genres japonais bien connus sont le mecha, qui fait intervenir dans un scénario des combats de robots géants, comme dans Code Geass, Evangelion ou la série des Gundam. Le isekai, un sous-genre de fantasy qui, comme son nom l'indique, consiste à envoyer une personne bien de chez nous dans un monde parallèle et le laisser s'y dépatouiller pour survivre, tel Tensura, The Rising of the Shield Hero et Kyokara Mao. Et... Bon, j'imagine que certains attendent que j'en parle depuis le début, les ecchi, hentai, yaoi et autres yuri. Différencions un peu, voulez-vous? Les ecchi sont des mangas érotiques, suggestifs, certes, très suggestifs, mais pas pornographiques, comme High School of the Dead. Contrairement aux hentai, qui eux sont pornographiques avec une, disons, diversité dans le genre des partenaires et dans les kinks si grande qu'elle en est flippante. Je n'aurai qu'un mot... poulpe. Le yaoi met en scène le développement d'une relation amoureuse entre deux hommes, avec relation sexuelle apparente, je pense surtout à Junjo Romantica ou Sekaiichi Hatsukoi, et son pendant féminin est le yuri, dont le seul exemple que je connais indépendamment de fanfic est Citrus. Cependant, le yuri ne réunit les œuvres mettant en scène des relations sexuelles entre femmes qu'en Occident. Au Japon, le terme est bien plus flou et accueille aussi sous sa bannière ce qu'on appelle en Occident le shoujo-ai, manga d'amour entre filles sans relation sexuelle explicite. Ce dernier terme veut dire tout autre chose au Japon puisqu'il est synonyme de ce qu'on appelle là-bas le lolicon, contraction de Lolita complexe et qui désigne un adulte aimant les petites filles. Petites comme dans non matures sexuellement bien sûr. Yay! Pour ceux qui se demandent, l'équivalent masculin s'appelle le shotakon, c'est cadeau. Évidemment, à ces genres typiquement japonais s'ajoutent ceux habituels de toute fiction, comme Lynx les a si bien énumérés dans son point culture. Romance, fantasy, aventure, fantastique, post-apo, drame social, j'en passe et des meilleurs. Tout cela pour en arriver au top 20, et je vais m'empresser de perdre les derniers viewers qui me restent parce que je vous dis tout de suite, ça ne sera pas un top des mangas les plus populaires de tous les temps. Mais si vous restez encore un peu plus d'une minute, je vais vous expliquer pourquoi j'avais envisagé de le faire et pourquoi au final je ne l'ai pas fait, avec la parenthèse que voici. Je suis allée sur divers sites pour savoir à quoi ressemblaient les 20 premières places d'un top 100 sur les mangas les meilleurs ou les plus populaires. Voici donc l'opinion d'un site français, d'un site anglais et celle de 1500 japonais. Et après scrupuleuse vérification de ma part, seuls se trouvent dans les dites 20 places des shonen et des seinen. OMG, quelle tragique surprise. Et ça me rend triste un peu, ce manque de variété. Évidemment, le motif de la quête du héros, c'est le plus facile à manipuler et à habiller de son propre style et de ses propres idées. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que les mecs qui lisent des shonen et qui donc ont voté dans ces divers top 100. Je pense que le problème réside dans la codification des autres classifications, et des clichés qui vont avec. On fait trop souvent, je pense, l'association shoujo romance de lycéenne, josei romance adulte, alors qu'elles peuvent receler bien plus. Moi personnellement, après 9 ans à mater du neketsu, je me suis rendu compte des limites narratives du truc et je me suis contentée d'observer les nouvelles sorties. Avec plus ou moins d'enjaillement. Mais on trouve tous les genres dans chacune de ces classifications, fût-ce de l'horreur dans un shoujo ou de la romance dans un shonen. Tout ce que ça demande, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. Mon idée initiale pour ce top était donc une liste de ces exceptions. Et soudain, j'ai repensé à une de mes meilleures amies, que je connais depuis 10 ans maintenant. Amie qui n'y connaît presque rien en manga et aux jeux vidéo japonais, et qui pourtant m'écoute patiemment râler, piquer des crises et m'exciter dessus toute seule. Et c'est là que ça m'a frappé. Quel manga, quels animés que j'avais vus et lus pouvais-je lui conseiller pour qu'elle se fasse une bonne idée du genre, sans conseiller les neketsu les plus populaires parce qu'on leur fait déjà tellement de pubs que même ceux qui s'intéressent pas au manga les connaissent, ou que des shoujo où la romance des protagonistes est le principal, voire seul, ressort scénaristique. C'est un top 20 de ce genre que je vais essayer de vous proposer.
Je dis essayer parce que, bien sûr, il y a des mangas que j'ai pas lus et des animés que j'ai pas vus, et ma liste originelle comportait au moins 40 spots au gré des modifications. Je vous demande donc de prendre en compte le fait que j'ai dû faire des choix, et que cela n'a pas été aisé, car je suis balance et je déteste ça, faire des choix. Je vais essayer de spoiler le moins possible le contenu des mangas dont je vais parler, outre la présentation que je vais en faire, et éventuellement les raisons pour lesquelles je les conseille. Le but, c'est de vous donner envie de les lire ou de les voir, sinon ce top n'a pas de sens. C'est parti pour le top 20 des mangas, animés, films d'animation japonais que je conseillerais aux gens qui veulent se lancer dans le genre et qui sont pas peu ou plus mis en valeur dans l'inconscient collectif des jeunes d'aujourd'hui. Ce titre est officiellement beaucoup trop long. Numéro 1, Blackjack de Tezuka Osamu. Et je frappe lourd et fort dès le début, entre guillemets, parce que c'est un manga du dieu Tezuka en personne. Bon, logique vu que j'ai décidé de faire ce classement par ordre chronologique de sortie japonaise. Je vais maintenant vous présenter un des rares personnages qui remplit presque tous mes critères de préférence chez le perso de manga masculin, Hazama Kuro, alias Blackjack. Il est ce qu'on appelle un médecin marron, ce qui veut dire qu'il exerce dans l'illégalité la plus totale et sans diplôme, qui demande des sommes exorbitantes au moindre client qu'il sollicite, mais oula! C'est le médecin chirurgien le plus compétent du monde, c'en est même presque une légende. Il se promène dans le monde au gré des contrats, accompagné de son assistante Pinoko, jeune fille de 18 ans piégée dans un corps de gamine, et croisera ennemis, alliés et moult cas médicaux sans précédent ou sans espoir, lesquels il opérera quasi tout le temps, et avec un taux de réussite proche de 99%, parce que sauver des vies, c'est sa vocation. Je vous conseille Blackjack plutôt qu'une autre œuvre de Tezuka Sensei, parce que malgré sa classification de shonen, j'aurais tendance à le ranger entre shonen et seinen. Avec ce manga, on n'est pas là pour voir le héros évoluer pour vaincre un méchant, mais plutôt pour voir comment il cherche à respecter son idéal, et le voir lui et ses croyances mis à l'épreuve à chaque chapitre. Soit dit en passant, le personnage du docteur Gregory House, certes fortement inspiré de Sherlock Holmes en premier lieu, a déclaré que sa vocation médicale lui venait d'un médecin japonais marginal qu'il avait rencontré enfant. Donc 10 de clin d'œil à Blackjack. Pour ceux qui se demandent, saison 3, épisode 7. Numéro 2, Saint Seiya de Kurumada Masami, alias les Chevaliers du Zodiaque chez nous. Ça date un peu, mais c'est un classique des années 80. Voilà de quoi ça s'agit. Il existe dans un monde pas si différent du nôtre des saints, ou chevaliers, de jeunes hommes et bien plus rarement des femmes, ayant comme arme le pouvoir du cosmos, un genre de magie des atomes, et revêtant des armures associées à des constellations pour canaliser le dit pouvoir. Nouvellement détenteur de l'armure de Pégase de bronze, le niveau le plus faible, notre héros Seiya revient au Japon après son entraînement en Grèce et se voit poser un ultimatum par Kido Saori, la petite fille de l'homme qui l'y a envoyé. Elle lui donnera des infos sur sa sœur disparue, à condition qu'il participe au tournoi pour Saints de bronze qu'elle a organisé. Il accepte à contre-cœur, sans se douter que ce ne seront que les premiers combats d'une longue série. Il se liera d'amitié avec d'autres Saints de bronze et ira de découverte en découverte, la plus grande étant que Kido Saori est la réincarnation de la déesse Athéna et que les Saints sont sa garde rapprochée dans sa lutte contre les forces du mal. C'est chaud à résumer sans spoil comme manga, vous imaginez même pas à quel point. Si vous êtes un fan absolu de la mythologie grecque, ne regardez pas ce manga, à moins d'avoir l'esprit ouvert. Vous allez vous arracher les cheveux à chaque incohérence sinon. Déjà que les auteurs de l'Antiquité n'étaient pas d'accord eux-mêmes dans leur version des mythes. Je considère ce manga comme un classique de son époque, et en même temps, j'ai pas vu les autres classiques de son époque. Donc, le choix est vite fait. Numéro 3, Parasite de Iwaaki Hitoshi. Ou Parasite avec un Y, tel qu'orthographié par la série animée. Rien à voir avec le film coréen sorti il y a quelques années qui a beaucoup fait parler de lui. Une nuit se met à pleuvoir sur la planète entière des bouboules taille balles de tennis contenant des extraterrestres serpentiformes, qui n'ont qu'un but, survivre en prenant possession d'humains, en leur entrant par l'oreille de préférence. Pas de bol pour l'un d'entre eux, l'humain qu'ils cherchent à contaminer pendant son sommeil a le réflexe de fou furieux de se faire un garrot au bras droit avec ses écouteurs quand il remarque l'extraterrestre pénétrer sous sa peau par sa main droite. Réflexe que j'aurais pas eu à sa place parce qu'un éboulement à côté de mon oreille quand je dors me réveille à peine. Encore heureux que ce soit un manga, tiens. Cet humain, c'est Izumi Shinichi, et lui et l'extraterrestre vont devoir apprendre à cohabiter tout en échappant aux parasités qui survivent en se nourrissant d'êtres humains et trouvent leur existence trop étrange pour les laisser en vie. Si vous aimez questionner les limites et ce qu'on peut en faire, les franchir, les respecter, et que vous aimez vous poser des questions sur la notion de conscience, bienvenue. Ce sont les problématiques que cette œuvre va lancer et auxquelles elle vous donnera ma réponse préférée. Tout dépend de votre sensibilité. J'aime pas prendre de décision, je l'ai déjà dit, mais j'aime pas non plus quand des questions restent sans réponse. Sauf quand c'est des questions auxquelles c'est déjà coton de répondre à la base et sur lesquelles on ne peut avoir que des opinions. Et même là, souvent mon avis est partagé. Ma vie est nulle.
Numéro 4, Conte Kane et Godchild de Yuki Kaori. Ah, nous y voilà. On va enfin parler d'œuvres de la shoujo mangaka considérée comme la plus dark du shoujo game. L'action se déroule dans l'Angleterre du 19e siècle. On y suit le comte Kane Hargreaves, qu'on pourrait qualifier, sans trop se mouiller, de personnage étrange. Né d'une relation incestueuse entre son père et la sœur aînée de ce dernier, il a pour hobby particulièrement jovial de collectionner les poisons. Cherchant à la base à venger la mort de sa cousine, il enquête sur des meurtres de plus en plus bizarres avec son fidèle majordome Reef. C'est ainsi qu'il tombera par hasard sur sa demi-sœur Meriwether, qu'il prendra sous son aile, et mettra au jour la société secrète Delilah, dont le leader n'est autre que son père qu'il croyait décédé de décès. En passant, Kane Hargreaves est un enfant incestueux de manga, et l'inceste y fonctionne comme la consanguinité dans la mythologie ou dans Game of Thrones. Par conséquent, le mec est super canon d'après tous les persos féminins qui s'en amourachent. Par chance, il est bien plus fréquentable que Geoffrey Baratheon. Du moins selon moi. Vous aimez les complots, les meurtres sordides, l'occultisme mélangé à la science, les histoires qui finissent pas franchement très bien mais quand même un tout petit peu? Lisez cette série. Yuki Kaori est la mangaka dont j'ai le plus d'œuvres dans ma bibliothèque, en nombre comme en diversité de travaux. Et franchement, j'aurais du mal à dire pourquoi. Probablement parce que je suis un peu tarée, mais on le vit très bien, moi et les voix dans ma tête. Seul problème, le manga est plus édité en France, donc si vous voulez le lire, ce sera en ligne ou en achetant les volumes d'occasion. Numéro 5, Cardcaptor Sakura, des Clamps. C'est un Magical Girl assez basique, donc si vous connaissez pas ce manga, avec mon exemple de la partie précédente, vous avez déjà une bonne idée de ce qui se passe dedans, mais je vais quand même faire le résumé habituel. Elle, c'est Kinomoto Sakura, une gamine de primaire qui vit une vie affreusement normale avec son père et son grand frère. Elle a un gros crush sur le meilleur ami de ce dernier, et est le sujet préféré des vidéos de sa meilleure amie, Tomoyo. Ah, et oui, voilà. Un jour, elle est attirée par un livre dans la bibliothèque de son père, et en l'ouvrant, libère les puissances surnaturelles qui étaient enfermées, ainsi que le gardien du livre, Kéroberos. Ce dernier, en apprenant la nouvelle, annonce à la petite fille qu'elle doit rendre aux puissances leur forme de carte et les rassembler le plus vite possible, dûment filmée et habillée par Tomoyo qui lui créera une kyrielle de costumes pour aller à fond dans le délire. Elle devra cependant affronter dans sa recherche des cartes un lointain descendant du sorcier ayant créé le livre, bien décidé à s'approprier le pouvoir des cartes. Ce manga dégouline des poncifs shoujo. Les fleurs, les scintillements, les plans qui prennent une page entière ou même deux, les personnages au design adorable et parfois en super déformed, tout y est, je vous dis. Tout est stylisé pour être mignon, c'est une bouffée de fraîcheur. Et croyez-moi, de temps en temps, on en a bien besoin. Ça paye pas de mine comme ça, mais le manga s'arrange quand même pour qu'elle ait un ou deux thèmes profonds, ce qui est appréciable. Ce que j'aime le plus là-dedans, c'est les dizaines de costumes différents que Tomoyo fabrique pour Sakura, chacun d'entre eux est juste magnifique à sa façon. Numéro 6, Inuyasha de Takahashi Rumiko, mangaka qui est aussi celle qui nous a donné Ranma 1/2, Lamu, Rinne et Juliette Je t'aime. Et comme j'ai peu vu un manga concilier ces catégories shonen avec le genre de la romance, pour moi Takahashi Sensei est un peu une autorité en la matière. Japon, 15e siècle. Un demi-démon nommé Inuyasha vole une perle légendaire qui lui permettrait de devenir entièrement un démon. Manque de bol, la prêtresse du village, as du tir à l'arc bien vénère, l'épingle d'une flèche à un énorme cerisier avant de décéder et demande en dernière volonté qu'on brûle la perle avec sa dépouille. À peu près 500 ans plus tard, une collégienne de 15 ans du nom de Kagome tombe dans le puits du sanctuaire de sa famille et se retrouve transportée 50 ans après la tentative de vol d'Inuyasha, endormie depuis tout ce temps et qu'elle réveille sans le vouloir en le dégrafant de son arbre. Portant en elle la perle qu'il a essayé de voler, elle va la détruire par accident et commencera alors une longue quête avec Inuyasha pour retrouver tous les fragments. Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que la perle elle est overpuissante même en morceaux, et elle a des effets catastrophiques entre de mauvaises mains. Contrairement à la plupart des shonen, Inuyasha assume de faire des émois de ses deux personnages principaux une intrigue secondaire assez récurrente, tout ça en ayant un scénario principal de héros qui se bat contre des méchants pour sauver le monde du méchant suprême et en prenant lui-même de plus en plus de puissance. Pour le coup, c'est un manga qui peut plaire à tout public en dépit de sa catégorisation de shonen. Numéro 7, Cowboy Bebop de Watanabe Shinichiro. Et je remercie chaudement un certain capitaine et un certain fossoyeur de m'avoir donné assez envie de voir la série pour m'y plonger. Nous sommes dans les années 2070. Si on a réussi à inventer une technologie de téléportation entre divers points de la galaxie des décennies plus tôt, on a dû la payer d'un accident majeur qui a détruit la Lune et rendu la Terre inhabitable pour cause de chutes constantes d'astéroïdes qui gravitent autour d'elle. Les humains ont donc émigré en masse vers les autres planètes et satellites du système solaire pour les terraformer, ou ont créé des stations spatiales géantes où habiter. On suit dans cet univers les aventures de Spike, ex-membre de la triade martienne, et Jet, ancien flic, tous deux reconvertis en chasseurs de primes, à qui vont s'ajouter Faye,
jeune femme amnésique et endettée à la recherche de son passé et elle aussi chasseuse de primes, Ed, ado pro du hiking et un peu beaucoup fantaisiste, ainsi que Hein, corgi de son état, modifié pour être plus intelligent. Le fossoyeur dont je parlais plus haut le résume en ces termes. Cowboy Bebop pose la question « Pourquoi continuer ?», ce qui est très exact à mes yeux. Vous voulez qu'on vous fasse réfléchir sur la raison qui vous pousse à vivre et sur la place qu'occupe le passé en vous? Foncez découvrir ces personnages et cet animé, vous aurez pas fait le voyage pour rien. La musique est gérée par Kanno Yoko, une de mes compositrices japonaises préférées, et donc responsable de plusieurs de mes musiques de BO favorites. On en reparlera plus tard, dont les openings et endings justement de Cowboy Bebop. Si vous voulez aller plus loin après cet animé, allez voir les épisodes que le capitaine et le fossoyeur ont consacrés à cette série, c'est de la bonne. Numéro 8, Fruits Basket de Takaya Natsuki. Et avec ce manga, on tient un des deux éléments qui allait mener à ma passion pour le genre du manga tout entier. Je déconne même pas, je sais pas à quoi ressemblerait ma vie sans manga, sans Japon. Je vais essayer d'imaginer, ça va coller le vertige. Revenons à Fruits Basket. C'est l'histoire de Honda Toru, lycéenne récemment orpheline et sans abri qui vit sous une tente. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle a planté la dite tente dans le jardin de là où habite le mec le plus populaire auprès des filles de son bahut, Soma Yuki. À la découverte de ce fait, lui et son cousin par alliance décident d'héberger la squatteuse malgré elle, le temps que la famille de cette dernière lui trouve une place. Arrive avec cette décision deux choses totalement imprévues. D'une, le rival autoproclamé de Yuki et membre lui aussi de la famille Soma débarque en défonçant le toit. Et de deux, découlant directement de ce fait, Toru découvre le terrible secret de la famille Soma. Une douzaine de ses membres est sous une malédiction qui les transforme en animaux du zodiaque chinois s'ils sont enlacés par une personne du sexe opposé. À partir de là, les membres maudits des Soma ne cesseront d'apparaître devant Toru, qui essayera de leur venir en aide malgré la désapprobation du chef de la famille Soma. Vous connaissez la légende comme quoi faire partie de la génération qui a grandi en lisant Harry Potter te rend plus tolérant et ouvert que la moyenne? C'est 1000 fois plus vrai pour Fruits Basket à mon avis. Lisez-le, vous comprendrez. À côté de ça, le manga manque pas de moments gaguesques et d'évolution de personnages. Oh, et l'ai-je précisé? C'est un shoujo romance, avec des couples pleins partout. Niveau drama amoureux, choisissez votre couple. Numéro 9, Alice 19th de Watase Yu. Et on dit bonjour au deuxième shoujo que j'ai lu de ma vie. C'est aussi une preuve qu'une bonne couverture peut suffire à vous décider à lire un manga. Mais celle-ci n'est rien si l'histoire derrière est nulle, donc résumé. Je vous présente Alice, lycéenne de son état, qui a du mal à s'exprimer en général et qui vit dans l'ombre de sa grande sœur Mayura. En résulte que, malgré le fait que les deux sœurs aiment le même garçon, Kiyo, c'est Mayura qui a assez de courage pour se déclarer et sortir avec lui. Entre-temps, Alice empêche un lapin pris dans la circulation de se faire écraser. Ce dernier n'est pas comme les autres, puisqu'il s'agit en fait d'une créature humano-lapine nommée Nyoseka, qui lui annonce qu'Alice détient le pouvoir du lotus, qui donne au mot une force insoupçonnée. Mais à la suite d'un quiproquo, Alice utilise inconsciemment ce pouvoir sous l'effet de la colère et ordonne à sa sœur de disparaître. Mayura finira entre les griffes de Darva, maître des mots pouvoir négatif, menant Alice à s'entraîner à maîtriser le pouvoir du lotus pour sauver sa sœur. On peut l'assimiler au genre du Magical Girl, il répond à la plupart de ses motifs récurrents, et fait important à noter, Watase Sensei est une des rares mangaka qui n'hésite pas à mettre du sang et de la nudité dans ses œuvres, que ce soit des shoujo ou des shonen, et celle-ci ne fait pas exception. Vous en faites ce que vous voulez, tout ce que je fais, c'est vous prévenir. Malheureusement, comme Konkei Gold Child, il est plus édité en France, donc good luck si vous voulez le lire. Numéro 10, Full Metal Alchemist de Arakawa Hiromu. Vous vous rappelez quand je parlais des deux éléments qui ont mené à ma passion pour le manga? Le deuxième, c'est mon premier PC portable. Le premier truc qu'on avait fait avec, c'était mater des animés. Et Full Metal Alchemist a fait partie des premiers qu'on a regardés. Nous sommes dans un monde où l'alchimie existe et dont un des tabous, si ce n'est le plus grand, est la transmutation humaine. Tabou que Edouard et Alphonse Elric, alors âgés de 11 et 10 ans, décident de briser pour ressusciter leur mère, morte de chagrin après le départ de leur père. Évidemment, c'est pas un tabou pour rien, et les deux frères payent cher l'échec de leur expérimentation. Al perd son corps tout entier, et son frère Ed perd sa jambe gauche, puis sacrifie son bras droit pour lier l'âme de son frère à une armure. Après s'être fait greffer des prothèses en métal trop badass, qui lui vaudront son nom d'alchimiste full metal, Ed partira en voyage accompagné de son frère afin de trouver la légendaire pierre philosophale, qui est censée leur permettre de récupérer leur intégrité corporelle. Et ce ne sera que le début de leurs aventures. Aventures, disais-je. Alors il y a deux séries Full Metal Alchemist, comme vous pouvez le noter. La première est une adaptation beaucoup plus libre du manga et donne une autre fin à l'histoire, et a même eu droit à une suite filmique. La seconde, FMA Brotherhood, est plus fidèle au support de base et a la même fin que le manga. Vous pouvez regarder l'une, l'autre ou les deux pour les comparer. Les deux sont très bonnes d'après moi. Notre condition d'être humain y est souvent interrogée, et il y a plein d'autres questionnements intéressants que vous pourrez trouver, et l'histoire manque pas de moments d'humour malgré ça. Numéro 11, Le voyage de Chihiro de Miyazaki Hayao.
Oh oui, je sais, c'est marqué point culture sur les mangas dans le titre de la vidéo, mais d'une, c'est ma vidéo, donc c'est moi qui fixe les règles, et de deux, pour les deux films que j'aborde, une version manga existe, qu'elle ait été dessinée exprès ou soit juste des screenshots du film sur papier glacé. Alors, oh, hé, hein. Bon, c'est grâce à ce film que j'ai découvert Miyazaki et Ghibli. Ça fait 20 ans qu'il est sorti, donc vous en avez probablement entendu parler, mais je vous le résume quand même. Chihiro est une petite japonaise en route avec ses parents vers leur nouvelle maison. Son père se perd en pensant prendre un raccourci, et la petite famille entre par mégarde dans une ville abandonnée, gérée de nuit par des esprits, et dont l'attraction principale est un onsen, un établissement de bain colossal. Pas de bol, les parents de Chihiro se font transformer en cochons, et la gamine manque disparaître purement et simplement. Mais est sauvée in extremis par un jeune garçon nommé Haku. Suivant les conseils de ce dernier, Chihiro exige de Yubaba, la patronne de l'onsen, qu'elle la laisse y travailler, seul moyen pour elle de libérer ses parents. Je remercie Miyazaki d'avoir la même opinion des femmes que George R.R. Martin, parce que honnêtement, je crois jamais avoir vu dans un Miyazaki, à quelque moment que ce soit, un perso masculin dire ou sous-entendre au premier rôle féminin un truc du style « Laisse-moi faire, c'est un job pour les mecs ça !» Le vent se lève excepté, je pense. Les environnements sont magnifiquement dessinés, le doublage français est au poil, et Hisai Shijo à la musique, parfait. Numéro 12, Bleach de Kubo Tite. Avant-dernier shonen de ma sélection, c'est aussi le deuxième qui soit à mes yeux fondamentalement du genre Nekketsu. J'ai bouffé tous les épisodes à en faire des nuits blanches, c'est faux, j'avais école le lendemain, faut pas déconner, et lu tous les tomes, j'ai tout simplement adoré ce shonen. Je vous dis pourquoi après le résumé. Et on parle d'adapter la fin du manga en animé. Moi perso, j'ai la hype. C'est l'histoire très originale d'un jeune garçon aux cheveux hirsutes, courageux et loyal, qui devra affronter des ennemis toujours plus puissants grâce à ses pouvoirs extraordinaires et à ses nombreux amis, parmi lesquels d'anciens ennemis d'ailleurs, et ce dans le but de tout simplement empêcher les grands méchants de détruire sa ville. Oui, là pour le coup, c'est tellement un scénar de Neketsu que cette description générique colle très bien. Je sais qu'en vérité c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un résumé, pas une description détaillée. J'aime aussi et surtout ce manga pour deux trucs. Les antagonistes, au sujet desquels je dirai rien parce que no spoil, et les armes et leurs attaques. Vous êtes déjà au courant que j'adore les dizaines de costumes de Sakura dans Cardcaptor, bah pareil pour les armes dans Bleach. En plus de la série, on a eu droit à 4 films et j'ai beaucoup d'affection pour chacun d'entre eux, même si clairement, les scénaristes se sont inspirés d'un opus d'une certaine saga vidéoludique pour l'histoire de celui-là. Et on repiqué quelques éléments d'un autre jeu vidéo de la dite saga pour faire cet autre-là. J'ai vérifié les dates, je sais de quoi je parle. Numéro 13, Host Club de Hattori Bisco. Encore un manga qui va être difficile de trouver ailleurs qu'en ligne d'occasion. Et c'est encore un shoujo. En général, les séries de shoujo disparaissent au profit de nouvelles beaucoup plus vite que les shonen à la mode d'ailleurs. Je trouve ça légèrement injuste, pour rester poli. Ce manga raconte l'histoire de Haruhi, étudiant dans un lycée pour riches alors qu'il est pauvre et boursier, ce grâce à ses brillants résultats. Un jour vient où il casse un vase hors de prix dans une salle de club par accident, ce qui mène à deux choses. 1. Il doit faire partie du club en question pour rembourser sa dette, celui-ci étant un club d'hôtes dont le principe est ici un peu celui d'un salon de thé avec des serveurs canons. 2. Il est révélé qu'en fait, Haruhi n'est pas un il, mais une elle, qui n'en a rien à faire de son apparence. Elle accepte donc sous la contrainte de jouer les autres, sans se douter que la romance la guette en la personne de Tamaki, président et fondateur du club. J'exige la réédition de ce manga, et ce pour deux raisons. D'abord, la non-binarité de Haruhi. Le manga est sorti de 2002 à 2010, et le fait qu'un personnage qu'on pensait d'un sexe est en fait de l'autre a beau être un trope courant dans les mangas, la non-binarité admise et ou assumée par le dit personnage, à l'époque, ça n'allait de soi nulle part. Et ensuite, on n'entend pas parler de romance pendant un long moment dans la série, parce qu'elle se concentre aussi sur les problèmes personnels et familiaux des autres personnages, et ils ont beau être riches, c'est des problèmes que tout le monde pourrait avoir, en particulier sur les apparences qu'on renvoie. Numéro 14, Code Geass de Taniguchi Goro. Et le voilà, le dernier shonen de cette liste. J'ai essayé de diversifier autant que possible les genres, les personnages, les sujets abordés, comme quoi les shonen ça se limite pas au neketsu. Le louche lampe rouge pourrait être un lycéen comme les autres, brillant en cours et aux échecs, il est membre du conseil étudiant de son bahut. Mais le monde dans lequel il vit se divise en deux catégories. L'empire colossal de Britannia et les pays que celui-ci n'a pas encore asservis. Le Japon a tout juste été annexé par l'Empire et s'appelle désormais la Zone 11. Les Japonais, quant à eux, sont devenus les Eleven. Le louche est en réalité un des 17 rejetons de l'empereur de Britannia, envoyé avec sa sœur au Japon en tant qu'otage politique après l'assassinat de leur mère 7 ans plus tôt. Pris au milieu du vol d'une arme chimique par la faction rebelle japonaise, il se verra confier par la dite arme, en fait une jeune fille du nom de Situ, un pouvoir nommé le Geass qui lui permet de donner un ordre qui sera immédiatement exécuté à quiconque, une seule et unique fois.
Souhaitant plus que tout un monde sans danger ni conflit dans lequel sa sœur, aveugle et paraplégique, pourra vivre en paix, il décide d'utiliser ce pouvoir pour réaliser son projet. Souvent, quand on a des mechas dans un animé, on parle aussi société, politique, conquête, liberté et ou identité. Bon point non négligeable, on s'y intéresse aux soldats qui l'amènent et ce qui les pousse à se battre par le biais des héros, autant qu'au conflit. Et là, en plus, on s'intéresse aussi aux stratèges. J'ai dit dans l'intro de ce point culture que je préférais Code Geass à Death Note, vous vous souvenez? Bah ça a pas changé. Numéro 15, Erased de Sanbei Kei, alias Boku Dake ga Inai Machi en version japonaise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé seinen, et c'est pas fini. Vous voyez ce type, c'est Satoru, 29 ans, plutôt enfermé de nature. Il n'arrive pas à décoller dans le milieu du manga pour manque d'âme dans ses œuvres, et travaille en attendant comme livreur de pizza. Il a cependant une particularité, il vit de temps à autre ce qu'il appelle des rediffusions, phénomène qui lui vaut d'être renvoyé quelques minutes en arrière dans le temps pour trouver un moyen d'éviter une situation funeste dans sa proximité immédiate. Peu après le soudain assassinat de sa mère, dans lequel il est suspect bien qu'innocent, il est brusquement renvoyé 18 ans en arrière, en 1988. Il se rappelle qu'une série d'enlèvements d'enfants avait lieu à l'époque, notamment une fille de sa classe, et va tout faire pour sauver cette dernière et trouver le responsable, ceci en revenant de temps à autre en 2006, pour chercher l'assassin de sa mère tout en évitant la police. Ce serait facile de se dire que ce manga c'est juste le film Un jour sans fin avec plus de drama, mais très souvent, le thème de ces scénarios à boucle temporelle, c'est de faire prendre conscience à son héros des gens qui l'entourent, et de ce qu'il peut faire pour eux, plutôt que de rester dans son coin à s'occuper uniquement de ses problèmes. C'est une des séries de ce top qui se regarde le plus vite, en une après-midi on en a fini, et pourtant, chaque fois que je la regarde, j'ai l'impression qu'il se passe plus de temps que juste 4 heures. Et pour cause, le suspense est gardé pendant très longtemps, et très bien géré d'après moi. Numéro 16, Aquarian Evil de Kawamori Shoji et Yamamoto Yusuke. Commençons à parler de Josei si vous le voulez bien, et si j'en crois la page Wikipédia anglaise de cet anime. On a affaire à une terre fictive, prise pour cible par d'énormes robots qui en enlèvent les citoyens pour des raisons inconnues. Une académie militaire nommée Neodiva se charge du problème en envoyant sur le front des ados pilotant des vaisseaux qui peuvent se transformer en Zord quand 3 d'entre eux s'assemblent. Conformément à son contrat de perso principal, Amata, notre meilleur héros, se retrouve au milieu d'un tel affrontement avec une jeune fille qu'il vient tout juste de rencontrer, Mikono. Un des vaisseaux envoyés sur les lieux atterrit devant eux et se retrouve sans pilote. Les deux jeunes y rentrent et s'assemblent aux 2 autres vaisseaux sur place pour repousser la menace. Le problème majeur noté après cet incident est que la fusion performée a été opérée par des représentants des 2 sexes, alors que ceci est le plus grand des tabous à l'académie, où filles et garçons étudient et s'entraînent séparément. Et ce bouleversement ne sera pas sans conséquences. Crevons l'abcès, oui, sous couvert d'être un animé de mecha, Evol est avant tout un animé de romance. Mais bordel, il marche trop bien sur moi. L'animé part en plus avec un avantage qu'on pourrait prendre comme un inconvénient, le fait que filles et garçons sont séparés à l'académie, notamment par ce gigantesque mur dans la cour, subtilement appelé le Berlin. L'intérêt est ainsi autant porté sur la découverte et la compréhension de l'autre que sur les relations amoureuses naissantes proprement dites. Et moi, je trouve ça cool. On retrouve Kan no Yoroko à la musique, et bordel, le boulot qu'elle a fait est dingue. La BO des vols est une des rares dont j'écoute régulièrement au moins la moitié des titres. Numéro 17, Le garçon et la bête de Hosoda Mamoru. Quand il s'agit de trouver un futur héritier à Miyazaki, il y a plusieurs écoles, mais 2 réals tirent leur épingle du lot plus que les autres, je dirais. Shinkai Makoto et Hosoda Mamoru. Et autant Shinkai peut vite me saouler, autant Hosoda s'en tire mieux à mes yeux parce qu'il peut toucher un public plus large. En spoilant le moins possible, c'est l'histoire de Ren, 9 ans, qui erre dans les rues de Tokyo après la mort de sa mère. En suivant 2 personnes mystérieusement encapuchonnées, il se retrouve dans un monde parallèle au nôtre, le monde des bêtes, où les animaux ont une forme humanoïde. Là-bas se trouvent 2 bêtes en rivalité pour devenir successeurs du seigneur de leur région. Le très populaire Iozen, un sanglier, et le rejeté bourru Kumatetsu, un ours. Il est exigé de Kumatetsu qu'il entraîne au moins un élève pour prétendre à la succession, et le choix de l'ours se porte sur Ren. Pour les 2 personnages, c'est le début d'une longue route qui leur ouvrira les yeux sur de nombreuses choses. Déjà, petit 1, ce film est beau. Vraiment très beau. Et petit 2, un des sujets préférés de Hosoda dans la plupart de ses films, c'est la famille. Ce qui lui permet de frapper juste dans plusieurs tranches d'âge, c'est d'une part le fait que souvent ses héros sont des enfants ou des ados, et d'autre part ce thème de la famille et des relations avec les autres, dont on prend la plus grande mesure quand on est plus âgé. Shinkai, il parle un peu trop souvent de romances contrariées par des forces cosmiques ou non, je trouve. Contrairement à numéro 18, Violet Evergarden de Akatsuki Kana. Josei le retour. Et là les amis, on va parler de romance et d'amour en tant qu'outil du scénario. Je vous reprends après le résumé.
On découvre Violet, l'héroïne éponyme, dans un hôpital où elle se remet de ses blessures suite à une guerre dans laquelle elle a combattu. C'est une enfant soldat de 14 ans, qui ne sait rien faire d'autre que se battre et obéir aux ordres. Ses derniers souvenirs de la guerre sont l'image de son supérieur et tuteur grièvement blessé, ainsi que ses derniers mots. Un ami du dit supérieur, Claudia, vient la chercher pour opérer sa réinsertion dans la société. Lui-même a créé un bureau de poste pour aider les gens à reconnecter les liens après la guerre. Il y emploie ce qu'on appelle des poupées de souvenirs automatiques, qui sont basiquement des écrivaines publiques très douées pour écrire des lettres. Après avoir été témoin du travail d'une de ces poupées, Violet décide d'en devenir une pour comprendre les derniers mots que lui adressait son supérieur. Ces mots étant « Je t'aime ». Je parlais de l'amour en termes d'outils du scénario plutôt. L'idée qu'il développe pour la progression de notre perso, on la comprend assez vite, et no spoil bien sûr, mais exposer son perso à de multiples reprises à ce qu'il cherche à comprendre, c'est un classique. J'ajouterais que si vous êtes du genre à aimer un animé pour ses graphismes ou ses décors, vous ferez prêt à la bonne porte avec Violet Evergarden. Il y a au moins 1 ou 2 plans de paysage par épisode qui décrochent la mâchoire. Et non, je ne dis pas ça parce qu'ils me servent de fond d'écran. Le chara-design n'est pas en reste, avec parfois des fringues qui rendraient fou un cosplayer. Croyez-moi. Numéro 19, Yuri on Ice de Yamamoto Sayo, avec 3 points d'exclamation et j'y tiens. En mon fort intérieur, je considère cet animé comme un josei, mais chacun y voit ce qu'il veut. Katsuki Yuri, que voici dans toute sa splendeur, est un patineur artistique qui a très peu de confiance en lui et des problèmes d'anxiété. Revenu au Japon un bon moment après le dernier Grand Prix de patinage, pendant lequel il s'est remarquablement planté, il est repéré par le russe champion en titre Viktor Nikiforov quand une vidéo de Yuri reproduisant à la perfection le programme libre de Viktor pour le Grand Prix fuite sur le net. Ce dernier, voyant le potentiel de Yuri, décide de venir au Japon pour l'entraîner pour les prochains championnats et met sa carrière en pause. Fait qui est très peu apprécié par le compatriote de Viktor, Yuri Plisetski, lui aussi patineur et accessoirement un prodige, qui du haut de ses 15 ans, va faire son entrée dans les championnats seniors cette année même. Les deux Yuri vont redoubler d'efforts chacun de leur côté en vue de leur affrontement prochain au championnat. Alors on me l'avait vendu comme le premier animé qui montrait ouvertement une relation homo, en ignorant allègrement Sailor Moon au Japon et Revolutionary Girl Utena entre autres, et malgré mon âme de shippeuse amatrice de fanfic, j'étais très sceptique. Mais bon, après avoir vu l'animé, il y a des signes qui me trompent pas, et ce qui est pas mal, c'est qu'ils en font pas des caisses avec, comme ça, chacun l'interprète comme il veut. Surtout que là encore, la relation entre les personnages sert d'outil au sujet de la série, à savoir vaincre son anxiété et retrouver confiance en soi. Sinon, ça reste un animé de sport pas prise de tête avec des musiques géniales. Numéro 20, Origin de Boichi. Oh, douce ironie qui place ce manga en dernier du classement malgré son titre. Et en même temps, peut-on dire du coup que la boucle est bouclée ? Je vais y réfléchir, pour l'heure résumons l'action. On se retrouve une fois de plus dans un futur parallèle où la technologie a fait des avancées de fou et où la seule chose qui n'ait pas encore été créée par l'AEE, la plus grande entreprise de technologie du Japon, sont des androïdes avec une IA proche de la conscience humaine. Ce but a cependant déjà été atteint à son insu sur un prototype nommé Origin. Son créateur a par la suite créé 8 androïdes, en tout point semblables aux humains, destinés à avoir la même intelligence. Mais le projet est interrompu pour cause d'incendie criminel du hangar, tuant le dit créateur dont la dernière demande faite à Origin est de mener une vie convenable. Avec cette directive en mémoire, des années plus tard, Origin a évolué au point d'être lui aussi d'apparence identique aux humains, et comme sa fratrie robotique, cherche à évoluer en sa forme la plus parfaite. Tout en gardant secrète sa nature de robot, car s'il a des scrupules à faire du mal aux humains, sa fratrie n'en a aucun. Ainsi, Origin se retrouve à affronter ses semblables dans cette course à l'évolution, tout en cherchant un moyen fiable de payer son loyer et l'électricité qui lui permet de survivre. Une fois de plus, on parle conscience chez d'autres êtres que les humains, mais vu qu'on pourrait très bien en arriver aux évolutions technologiques dont parle Origin, ça rend le sujet plus concret, je trouve. On est presque dans du Blade Runner pour le coup, même du AI intelligence artificielle. Bon, le style hyper détaillé peut rebuter, moi perso ça me fascine, mais le nombre de sujets relevant de la robotique et de l'évolution que soulève le manga est assez consistant. Ce point culture sur les mangas touche à sa fin, et en guise de conclusion, je dirais que c'est une littérature complexe à aborder. Pas parce qu'elle est japonaise et que, comme chacun sait, les japonais sont des grands malades, pas non plus parce qu'elle se lit de droite à gauche pour nous autres occidentaux, bon si un peu quand même, mais surtout parce que des tropes auxquels on n'est pas habitué, il y en a une fournée. J'en lance un comme ça au hasard, l'absence dans 3 quarts des cas d'au moins un des deux parents du protagoniste de moins de 18 ans depuis sa petite enfance, shonen ou pas shonen. Un autre gratos, ça me fait plaisir, le niveau de responsabilité des 10 gosses. Limite avant leurs 13 ans, ils savent déjà remplir les factures et faire à bouffer un truc plus complexe que des pâtes et tout briquer dans la maison et éventuellement élever leurs frères et sœurs plus jeunes, tout en réussissant à maintenir un niveau scolaire correct ou très bon. Alors que toi, à leur âge, t'en es encore à te demander si ça marchera pareil si tu mets du liquide vaisselle dans le lave-vaisselle à la place des tablettes. Autre culture, autre coutume. J'imagine.
Enfin, si vous décidez de découvrir le manga ou l'anime, voici 2 conseils majeurs. 1. Maniez-vous d'acheter une série de mangas avant qu'elle ne soit plus éditée sous peine de devoir attendre une réédition 10 ans plus tard entre une lune bleue et une éclipse solaire. Comment ça sent le vécu? J'ai le droit de pas bien le vivre si un quart des mangas que j'ai dans ma bibli sont plus édités et que les acheter sur le net coûte un bras, nom de Zeus. Et 2. Ne dites pas « Allez, encore un épisode et au lit », mais plutôt « Ma nuit est déjà flinguée, autant faire ça bien ». Dernier truc pour la route, après promis c'est terminé, une partie des animés cités dans cette vidéo bénéficie de versions résumées et ou abrégées sur YouTube, dont certaines m'ont décidé à regarder les 10 animés. Je dis ça comme ça. Faites gaffe aux spoilers par contre, vous y couperez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo hommage. Si vous l'avez aimée, je vous invite à mettre pouce positif et commentaire et à la partager, éventuellement vous abonner. Je compte faire d'autres vidéos sous d'autres formats, notamment pour défendre cette catégorie sous-estimée qu'est le shoujo, et peut-être même parler d'autre chose que des mangas. Qui sait? Quoi qu'il en soit, que brûle votre cosmos, bonne fin de journée à tous, et à la prochaine.